Depuis des millénaires, le ciel nocturne fascine l'humanité. Notre soif de connaissance et de découverte nous a amenés à étudier le mouvement des étoiles et des planètes. Cela fait au moins 4000 ans que l'astronomie joue un rôle important dans notre vie quotidienne. L'invention du premier télescope astronomique, il y a 400 ans, nous a permis d'observer de plus près ces étoiles et ces planètes. Elle a totalement bouleversé l'idée que nous nous faisions de l'univers et de la place que nous y occupons. Mais les télescopes, installés sur Terre, n'offrent qu'une vue limitée du cosmos. L'entrée dans l'ère spatiale a permis d'élargir considérablement le champ de vision des astronomes. Grâce aux télescopes lancés dans l'espace depuis un demi-siècle, nous savons désormais que le monde dans lequel nous vivons se situe dans un tout petit coin de l'univers et qu'il y a bien plus à découvrir dans l'espace que ce que nous pouvons y discerner à l'œil nu. Les télescopes, qu'ils soient installés sur Terre ou dans l'espace, recueillent la lumière. Quand nous entendons le mot lumière, nous songeons automatiquement à ce que nous pouvons voir avec nos yeux, à la lumière visible qui ne constitue que l'une des formes du rayonnement électromagnétique. La décomposition de la lumière blanche, au travers d'un prisme, permet de discerner le spectre visible, mais celui-ci ne représente qu'une petite partie du spectre total. La lumière est une onde. Elle résulte de l'oscillation en phase d'un champ magnétique et d'un champ électrique sur deux plans perpendiculaires. Ces ondes se déplacent à angle droit sur chacun des deux champs. Le rayonnement électromagnétique constitue le principal mode de transport de l'énergie dans l'univers. Les diverses portions du spectre électromagnétique ne se différencient qu'en termes de quantité d'énergie transportée. Elles sont constituées d'ondes qui se déplacent dans le vide à la vitesse de la lumière, soit environ à 300 000 km à la seconde. Le spectre lumineux ne se limite pas à la seule capacité de nos yeux. La lumière émise par les différents objets spatiaux couvre la totalité des fréquences du spectre électromagnétique. Mais ce n'est que depuis le début de l'ère spatiale que les astronomes sont en mesure d'observer ce phénomène. Chaque nouveau télescope lancé dans l'espace a permis de détecter une nouvelle catégorie de lumière invisible, et cela a bouleversé la conception que les astronomes avaient de l'univers. Mais pourquoi l'ère spatiale est-elle si importante? Pourquoi avons-nous besoin de lancer de nouveaux télescopes et de nouveaux observatoires dans l'espace? Le rayonnement électromagnétique émis par les objets célestes se propage vers la Terre. La détection de ce rayonnement constitue le principal moyen dont disposent les astronomes pour comprendre les processus qui régissent l'univers. Mais la majeure partie de la lumière composant le spectre électromagnétique ne parvient pas à pénétrer l'atmosphère terrestre. Heureusement pour la vie sur Terre, les dangereux rayons gamma et les rayons X à haute énergie sont absorbés par l'oxygène et l'azote composant la haute atmosphère. La plus grande partie du rayonnement ultraviolet est également absorbée par les molécules d'oxygène et d'ozone contenues dans la haute atmosphère et la stratosphère. Mais un certain nombre de longueurs d'onde très spécifiques parviennent malgré tout à franchir le barrage. La majeure partie de la lumière visible parvient à traverser l'atmosphère, et il en est de même pour le proche infrarouge. La majorité du rayonnement infrarouge est absorbée par les molécules d'eau, mais les astronomes peuvent néanmoins l'observer si leurs télescopes sont installés à haute altitude, là où l'humidité est faible. L'atmosphère est également transparente pour la majeure partie des micro-ondes et des ondes radio plus courtes. L'opacité de l'atmosphère n'est pas le seul problème surmonté grâce aux observatoires et aux télescopes spatiaux. Observer l'univers depuis l'espace permet de recueillir des données très précises, en réduisant l'influence du bruit de fond suscité par les activités humaines et les phénomènes naturels. La lumière que l'on recueille sur Terre est déformée par son passage à travers les couches turbulentes de l'atmosphère. Par contre, les étoiles ne scintillent pas dans l'espace. La lumière s'y propage librement. Pour disposer d'une image complète de l'univers, les astronomes ont besoin de franchir la barrière de l'atmosphère et de lancer des satellites dans l'espace. L'observation des différentes formes de lumière émises par les objets spatiaux dévoile l'image d'un univers violent et secret. Voici une image typique du ciel, telle qu'on peut l'observer tout entier en lumière visible. Les atomes d'hydrogène, présents dans l'espace interstellaire, émettent des ondes radio, et c'est donc dans les zones les plus brillantes de cette image que se concentre la majeure partie de l'hydrogène, à savoir dans ce cas, le plan de la Voie lactée. La lumière infrarouge est émise par les particules de poussière. Nous pouvons ainsi découvrir ici les énormes quantités de poussière réparties entre les étoiles de la Voie lactée. La poussière émet des ondes infrarouges en utilisant l'énergie libérée par les étoiles voisines. Les gaz à très haute température émettent des rayons X, et les particules subatomiques à très haute vélocité émettent un rayonnement gamma,
en entrant en collision avec les noyaux atomiques présents dans l'espace interstellaire. Partie visible du spectre électromagnétique. Mais la lumière visible ne permet pas d'observer l'intérieur de cette belle nébuleuse, car le gaz et la poussière qu'elle contient en dissimulent la vue. Pour mieux étudier M42, les astronomes ont besoin d'y détecter le rayonnement d'une longueur d'onde supérieure qui peut traverser le gaz et la poussière. Un télescope à infrarouge permet de dévoiler les secrets de M42 et d'y observer des étoiles en formation. La nébuleuse d'Orion ne contient pas seulement des proto-étoiles, elle abrite également un amas de très jeunes étoiles. L'observation du rayonnement X émis par la nébuleuse d'Orion a permis aux astronomes de mieux comprendre le comportement d'étoiles semblables à notre Soleil, mais dont l'âge se situe entre 1 et 10 millions d'années. Ces jeunes étoiles sont le théâtre de violentes éruptions, beaucoup plus puissantes et plus fréquentes que celles du Soleil, dont l'âge est plus avancé. M1, la nébuleuse du Crabe, se trouve dans la constellation du Taureau, mais n'est pas visible à l'œil nu. Cette nébuleuse, à la structure complexe et spectaculaire, est le rémanent d'une supernova si brillante qu'on a pu l'observer à l'œil nu au cours de l'année 1054. L'événement a été consigné à l'époque par des astronomes chinois. Il s'agit là encore d'une magnifique nébuleuse émettant dans le spectre visible. Les images du rayonnement infrarouge émis par M1 révèlent les structures filamentaires qui la composent. On pense qu'elles contiennent des gaz chauds, mais leur nature exacte demeure un mystère. Le rayonnement infrarouge révèle aussi la présence d'un nuage d'électrons énergétiques, prisonniers d'un champ magnétique, d'où émane un rayonnement synchrotron. La détection des rayons X, émis par M1, révèle ce qui anime ce nuage. Au cœur de la nébuleuse du Crabe se trouvent les vestiges de l'étoile originelle, une étoile à neutrons tournant rapidement sur elle-même. Ce pulsar possède une masse qui correspondrait à celle du Soleil si celui-ci était comprimé et réduit à un diamètre d'une vingtaine de kilomètres. Il tourne rapidement sur lui-même en émettant des impulsions de radiation à haute énergie 30 fois par seconde. La détection du rayonnement X à haute énergie, émis par les particules en mouvement rapide se trouvant au centre de la nébuleuse du Crabe, permet ainsi aux astronomes d'explorer en profondeur cet objet exotique. Herschel, c'est un observatoire spatial européen de l'Agence spatiale européenne qui dispose du plus grand télescope spatial jamais réalisé. C'est un miroir qui va faire 3,50 m de diamètre. C'est une taille déjà grande pour un télescope au sol, et dans un télescope spatial, ça n'a jamais été réalisé. Même le télescope Hubble, qui était la référence jusqu'à présent, fait un diamètre de 2,50 m. C'est-à-dire, en termes de surface, on gagne un facteur 4 par rapport à Hubble avec Herschel. Alors en plus, Herschel fonctionne dans l'infrarouge, alors que Hubble était plutôt optimisé pour le visible et l'ultraviolet. Et le ciel en infrarouge est extrêmement beau, beaucoup plus beau que dans la partie visible, parce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est essentiellement des étoiles. Pour nous, c'est des petits points. Et quand vous regardez en infrarouge, ce que l'on voit, c'est ce qu'il y a entre les étoiles. Et ce qu'il y a entre les étoiles, c'est extrêmement curieux. Ça ressemble beaucoup à ce que vous voyez dans un ciel de l'atmosphère terrestre, avec des nuages, avec des grands filaments, des voiles, des sortes d'aurores. Donc c'est une structure qui est très compliquée. C'est un mélange de gaz, de poussière, de molécules. Et tout ça, c'est visible uniquement en infrarouge. Ce milieu est extrêmement important puisque c'est en fait celui qui sert un peu de moteur à l'évolution des objets. C'est à partir de ce gaz entre les étoiles que se forment les futures générations d'étoiles. Et donc Herschel va être le télescope qui va, pour la première fois, nous montrer les vraies proto-étoiles
qui vont devenir après ces étoiles que l'on observe à l'œil nu dans notre galaxie. Donc cette étape est cruciale pour comprendre comment on passe d'un gaz à des étoiles. C'est vraiment le domaine d'observation principal de Herschel. La première phase du Herschel est maintenant terminée. Et maintenant, on va rentrer enfin dans la phase qui intéresse le plus les scientifiques, l'exploitation scientifique, les opérations en vol, les observations. Et on espère que la moisson de résultats sera au rendez-vous et justifiera a posteriori tous les efforts que nous avons consentis depuis une dizaine d'années. Il s'agit d'un détecteur de particules qu'on appelle chambre à brouillard. On voit dans le détecteur des traces apparaître et disparaître. Certaines sont fines et longues, d'autres sont courtes et épaisses. Les fines et longues, c'est dû à ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Et les traces courtes et épaisses, c'est dû à la radioactivité alpha. Je vais maintenant injecter dans cette chambre à brouillard un gaz radioactif, du radon, qui est émetteur de rayonnement alpha. Et donc, on va voir le nombre de traces courtes et épaisses augmenter considérablement.